Et c'est enfin la troisième fournée d'épisodes de Passer à la casserole. Dans cette vidéo, je vais m'attaquer aux épisodes 7 et 8 et à une conclusion générale sur la première saison. Alors comme vous l'entendez, je parle un petit peu du nez, c'est normal, hein, je sors d'un rhume qui n'est pas totalement chassé. Va peut-être falloir que je me fasse exorciser comme cette chère Yennefer, mais malgré cela, j'avais quand même envie de vous proposer une analyse des épisodes 7 et 8, accompagnée d'une conclusion, si je puis dire, sur la première saison de The Witcher. Comme vous vous en doutez, j'ai bien pris mon temps sur le visionnage, mais je n'aime pas forcément tout binge-watcher en une seule journée. C'est pas trop mon truc de tout consommer en une journée, donc c'est pour ça que les vidéos mettent un peu de temps à sortir, parce que j'aime prendre mon temps. Globalement, qu'est-ce que je peux dire des épisodes 7 et 8? Eh bien ma foi, j'ai trouvé le spectacle proposé assez audacieux et plutôt plaisant, j'ai envie de dire, parce que ces deux épisodes sont plutôt différents de ce qu'on pourrait trouver dans les livres, et en fait ces variations, elles m'ont beaucoup plu parce qu'elles apportent quelque chose de plus à cette adaptation, et en comparaison des premiers épisodes, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose qui influence le récit et qui va nous proposer des nouvelles alternatives pour la saison 2. Je tiens aussi à apporter des explications sur certaines choses. Déjà, il faut savoir, par rapport à Jaskier, vous avez été très nombreux à me demander si Jaskier reviendra dans la saison 2. J'en suis quasiment convaincu, pour ne pas dire certain, puisque Jaskier, si vous voulez, avec Geralt, il a une relation assez ambiguë. Ils vont se rencontrer régulièrement, mais ils vont aussi se séparer suite à leurs petites histoires. Donc en fait, c'est vraiment une relation assez spéciale qu'il y a entre ces deux personnages. Nous le reverrons plus tard au détour d'une rue. C'est souvent comme ça en fait. Geralt arrive dans une ville ou arrive là où il y a du bazar, et Jaskier émerge un peu de n'importe où, ou alors Geralt tourne dans une rue et il voit une bonne femme qui est en train de frapper Jaskier avec une poêle, et du coup c'est ça qui fait l'essence même de la relation entre Geralt et Jaskier, deux personnages qui se croisent, qui se recroisent, qui vont justement se séparer, chose qui apparaît dans la série, et je trouve ça vraiment très bien restitué par rapport aux personnages dans les livres. Je n'avais pas forcément envie de vous proposer une analyse épisode par épisode, et à la place je préférerais vous proposer quelque chose qui s'intéresse plutôt au thème, si je puis dire, notamment les différentes unités de temps et événements qui se déroulent au sein de ces deux derniers épisodes. Il y a plusieurs arcs principaux qui se dégagent, notamment celui sur Cintra. Alors chose très surprenante, parce que si vous voulez, le premier épisode mettait beaucoup l'accent sur Cintra et montrait la chute de Cintra, le début de Ciri, la fin et tout ça. Et là en fait on revient dans le passé, donc c'est assez spécial là aussi de faire encore des bonds à gauche et à droite dans le passé, et en fait on en apprend plus sur le rôle de Geralt et le fait qu'il vient chercher Ciri, chose qu'on ne voit pas dans les livres, donc là c'est de l'invention pure, ou alors je n'en ai pas le souvenir dans les livres, c'est possible que ça ait été raconté au détour d'un feu de camp et que Geralt ait raconté cette histoire. Moi je ne m'en souviens pas, mais en tout cas je trouve qu'elle est quand même bienvenue cette histoire, parce qu'elle apporte notamment d'autres aspects, comme par exemple la destinée qui ressort au fur et à mesure des épisodes et qui se concrétise vraiment dans cet épisode 7, avec Geralt qui va parler avec la reine Calante, qui va lui demander de lui donner son enfant surprise, mais on voit que la reine n'est pas forcément dans ce sens-là et qu'elle n'a pas envie d'honorer la parole donnée à Geralt, parce que Ciri c'est sa dernière descendante, et en fait si vous voulez, il y a vraiment tout un aspect de protection qui ressort de cet épisode. Le but de Geralt c'est de récupérer Ciri pour la protéger, parce qu'il sait que Nilfgaard va attaquer. C'est pas trop mal, je trouve que c'était plutôt bienvenu de montrer un petit peu tout ce background qu'on n'a pas dans les livres, parce que ça apportait quelque chose. Après c'est vrai que remontrer les séquences où on a la reine Calante qui va parler avec Ciri, où on revoit la mort de la reine Calante, mais avec des petites variations et si je puis dire des éléments supplémentaires, et au final je suis plutôt content quand même d'avoir vu ces nouveaux apports par rapport au livre. Et en parallèle de l'intrigue de Cintra, on a tout ce qui touche autour des mages et magiciennes, avec la douce Yennefer qui va participer là aussi à un petit peu entretenir le mystère sur les motivations réelles de Nilfgaard. On sait pas trop ce que cherche Nilfgaard, ils sont en train de creuser, ils cherchent une espèce d'étoile éternelle, de lumière, c'est pas très clair. Dans les livres si vous voulez, quand Nilfgaard attaque le royaume de Cintra, on suppose plutôt que c'est un conflit sur fond juste d'intérêt économique, militaire, territorial quoi si je puis dire. Et là en fait, il y a autre chose qui semble se dégager, et notamment cette histoire un petit peu mystique avec une espèce de délire autour de l'envoyé, de l'élu, tout ça, il a été choisi par la lumière, et ça gravite beaucoup autour du personnage de Fringilla et Cahir, et c'est bienvenu là aussi je trouve, parce que Cahir dans les livres si vous voulez, c'est un personnage énigmatique qui ne sert pas à grand chose, mais qui va gagner en importance à partir de la fin du livre
4, début du livre 5, et qui va vraiment devenir très important à ce moment-là. Et le fait de lui avoir donné autant d'importance si tôt dans la série, je trouve que c'est pas plus mal parce que ça permet d'introduire ce personnage et de nous montrer qu'en fait, il y a une espèce de mission un peu étrange qui l'habite, et même lui n'y croit pas forcément, et Fringilla est toujours là un peu pour le ramener dans le droit chemin. Il y a donc tout cet aspect qui me plaît beaucoup et qui est justement inédit par rapport au livre, ou alors parce que vous savez, je suis encore au livre 5, je l'ai bientôt terminé, peut-être que dans les livres 6, 7 et 8 c'est expliqué, mais en tout cas ce n'est pas forcément le cas pour l'instant, et à juste titre, je trouve ça pertinent de montrer le point de vue de Nilfgaard à travers les yeux de Cahir et Fringilla. Mais en fait j'ai un peu perdu le fil conducteur parce qu'à la base je voulais surtout parler de Yennefer dans le rôle qu'elle a avec l'histoire des mages et magiciennes. En fait, si vous voulez, on assiste à une grande cérémonie, à une espèce de réunion où tous les magiciens et magiciennes vont se réunir pour discuter de la chose à faire et de la voie à suivre concernant le conflit à venir entre Cintra et Nilfgaard. Et on voit vraiment que chaque personnage a son rôle. On en a certains qui vont défendre leur royaume, d'autres qui vont essayer d'avoir une vision un peu plus globale, et Fringilla qui débarque de nulle part et qui, quant à elle, va justement apporter sa vision et dire qu'il y a une espèce de guerre un peu avec la lumière et tout ça. Donc ça apporte encore plus d'éléments de ce côté-ci, et à mon sens il ne me semble pas me souvenir qu'on avait cette scène dans les livres, chose là aussi assez intéressante parce qu'on voit vraiment comment le chapitre des magiciens et magiciennes se réunit pour décider de la voie à suivre dans cette histoire. Et malgré cela, la majorité a voté qu'il n'y aurait pas d'intervention, et on voit Tissaia de Vries qui va essayer de rassembler un clan autour d'elle pour défendre les royaumes du Nord lors d'une ultime bataille, une ultime bataille qui sera le cœur même de l'épisode 8 avec la grande bataille de la colline et de la forteresse au niveau de la région de Soden. Mais avant d'en venir à Soden, parlons quand même de Ciri et de sa petite intrigue dans ces deux épisodes. Bon, je dois dire que l'intrigue de Ciri, c'est pas forcément celle qui m'intéresse le plus, mis à part justement tout le volet Cintra. Ce qui fait suite à Cintra, je trouve que c'est pas forcément très intéressant, c'est pas bien mis en scène, c'est peut-être mal exploité et sous-exploité, notamment pour les dryades, mais l'intrigue là, où on voit Ciri qui va justement fuir et qui va se réfugier chez la famille de fermiers après avoir semé le chaos et complètement explosé avec son grand pouvoir, c'était pas trop mal au final parce que ça faisait le lien avec les livres, chose là aussi qu'on n'avait pas parce que dans les livres, on a Ciri qui fuit, on sait pas trop comment elle se débrouille pour arriver dans cette famille de fermiers, et c'est pas plus mal de montrer ça aussi parce que on voit là qu'il y a encore cette histoire de destinée qui anime les personnages. Ciri, elle est destinée à aller rencontrer Geralt, et c'est ce qu'il se passe dans la série parce que Geralt, dans son sens, va être destiné à rencontrer Ciri quant à lui. L'intrigue de Geralt dans le dernier épisode était plutôt pas mal, on voyait qu'il affrontait des monstres alors qu'il y avait le fameux fermier qui était en train de récupérer des cadavres et de les entasser pour justement leur donner une sépulture honorable, et Geralt est blessé et il a des hallucinations. Alors dans les livres, c'était vraiment assez brouillon. Le sentiment que j'avais à la fin du livre 2, c'était que cette scène, Geralt, il arrêtait pas de prendre des champignons, des potions, il arrêtait pas d'avoir des hallucinations, et dans la série, je trouve que c'était plutôt bien retranscrit, parce qu'on a un petit peu ce sentiment de brouillon où on ne sait pas forcément qui fait quoi, où est Geralt, qu'est-ce qu'il voit, est-ce que c'est des hallucinations du passé, du présent, du futur, avec justement ce côté un peu révélation, avec Geralt qui voit sa mère qui l'abandonne, Vesemir qu'on entend de loin et qui serait peut-être joué par Mark Hamill, le Luke Skywalker dans la saison 2 de The Witcher. C'était plutôt bien retranscrit, même si c'est pas forcément le passage qui me plaît le plus dans les livres, au moins je ne peux pas lui en vouloir d'avoir été fidèle de ce côté-ci. Et l'aboutissement de tout ça, c'est quoi? C'est Geralt qui finalement va à l'encontre de sa destinée et va rencontrer enfin Ciri pour la première fois dans la série, parce que dans les livres ils se sont déjà rencontrés. Donc là dans la série ça fait vraiment comme si les personnages savaient qu'ils devaient se rencontrer, que c'était écrit au fond d'eux, donc ça rend plutôt bien je trouve, même si forcément terminer sur la petite séquence où Ciri va demander qui est Yennefer, c'est pas forcément ce que j'aurais choisi le plus, mais c'est quand même bienvenu là aussi d'insister sur ce futur trio qui jouera une grande importance dans les saisons et guerres à venir. Et justement, parlons-en des guerres, la bataille de Soden, avec toutes les magiciens et magiciennes qui se battent contre l'empire de Nilfgaard, j'ai trouvé ça vraiment très bien mis en scène. Il y avait de la tension, il y avait de la guerre, il y avait des explosions, il y avait du spectacle, il y avait aussi par moments un peu d'émotion, hein, c'était bien mis en scène, et j'ai trouvé ça très intéressant de nous montrer là aussi une bataille qui nous a été juste racontée vite fait dans les livres, chose là aussi assez importante qui se dégage de ces deux derniers épisodes. Et à mon sens, cette bataille finale, elle permet de montrer vraiment que les forces en présence sont là, que Yennefer est toute puissante et qu'elle est là pour s'opposer à la barbarie et à la folie de Fringilla
magie-là qui anime entre guillemets les armées de Nilfgaard. Donc à voir comment cette histoire va se terminer dans la saison 2 et quelle conclusion on va pouvoir en dégager de tout ça. En attendant, j'ai envie de vous dire quand même que ces 2 derniers épisodes, ils étaient basés sur les livres, mais ils ont fortement dévié et c'était pas mal de montrer en fait des choses qu'on n'a pas dans les livres et qui nous permettent d'en apprendre plus sur le background de l'histoire. Globalement, je suis assez satisfait de ces 2 derniers épisodes, que ce soit au niveau du scénario, de la technique, de l'action, des différences avec les livres, voire même du respect par moment de certaines scènes. C'était plutôt bienvenu comparé aux épisodes précédents qui m'avait un peu déçu jusque-là. Donc si je peux donner un avis global sur la saison 1, je serais tenté de dire que c'est un pari réussi de la part de Netflix. Réussir à adapter 2 livres en une saison en mélangeant certaines histoires, ça passe plutôt bien. L'univers est assez bien retranscrit, que ça soit du point de vue visuel, musical, avec des costumes, même si voilà, les armures de Nilfgaard, je comprends que certains n'aiment pas. C'est du détail et c'est pas si dérangeant que ça dans la série. S'il y avait que ça, au final, s'il y avait que ça, je pense que tout le monde passerait l'éponge. Il n'y a pas que ça. J'ai envie de vous dire, le gros point négatif à mon sens, c'est peut-être le côté cheap par moment. Moi, ça me dérange pas spécialement, je trouve que ça donne un petit côté authentique. Alors il est vrai que ça fait cheap, mais alors au final, est-ce si grave que ça? À mon sens non, parce que l'histoire est quand même là et le récit n'est pas forcément totalement dépourvu de qualité, alors que c'est vrai, certaines séquences pourraient prêter à sourire, mais je trouve quand même que le sérieux de l'univers et l'ambiance générale qui en ressort est plutôt convaincante. Et un autre point négatif, si je puis dire, mais là aussi que j'ai envie de balancer, c'est la temporalité. C'est vrai que quand on n'est pas un initié et quand on n'a pas vraiment eu de premier rapport avec l'univers de The Witcher, c'est assez compliqué de comprendre qu'on a plusieurs temporalités. On a Yennefer qui apprend dans les années 1180, on a Geralt qui fait ses petites histoires avec le boucher de Blaviken, avec Hérisson, avec la Strige dans les années 1220, et enfin Ciri et l'intrigue autour de Cintra autour des années 1236. Et là je rejoins justement la critique qu'a fait Captain Popcorn, c'est un peu dommage d'avoir volontairement complexifier une histoire en mélangeant les époques et en mélangeant la temporalité, alors que le récit se laissait suivre petit à petit. Pourquoi ne pas avoir montré par exemple dans les 2 premiers épisodes Yennefer d'un côté et Geralt, puis à partir de l'épisode 4 ou 5, toute l'intrigue de Cintra, avec notamment le mariage, puis après la fuite, et finir sur la guerre et la chute de Cintra en épisode 8. C'est ce qui me semblait logique, parce que c'était un petit peu ce que j'avais théorisé au niveau des titres d'épisodes, au niveau du schéma logique et temporel des livres, c'est ce qui semblait se dégager au niveau de la temporalité. C'est assez incompréhensible, mais d'un côté c'est pas mal parce que ça permet de casser le côté classique du livre et adaptation, et ça nous permet d'avoir un truc un petit peu bâtard si je puis dire, avec une série qui donne un aspect un peu Cloud Atlas, mélangeant les époques, les personnages faisant des va-et-vient dans le passé. Mais c'est vrai qu'en tant que première approche de l'univers de The Witcher, à mon sens, ce n'était pas forcément nécessaire d'en arriver là. Pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, je vais utiliser une comparaison, ça va être la seule fois que je vais la faire, mais pourquoi ne pas avoir utilisé un truc comme Game of Thrones dès l'épisode 1, on a les unités de temps et on a les unités de lieu. On sait où on sait quand est-ce qu'on est, et on sait en fait que l'intrigue se passe à différents lieux. Au moins, on aurait su qu'on était dans une unité de temps et d'espace différente. À mon sens, cela aurait évité beaucoup de problèmes et ça nous aurait permis d'avoir justement une intrigue construite sur différentes unités qui pouvaient s'entremêler mais qui n'auraient pas complexifié inutilement l'intrigue. Au niveau de la critique globale, mis à part ces 2 grands reproches si je puis dire, je ne suis pas totalement déçu. Il y a des différences avec les livres, certes, il y a des différences qui sont bien, il y a des différences qui sont pas bien, mais globalement je trouve que l'adaptation est réussie et que Netflix a réussi son pari en nous promettant quelque chose qui se rapproche de l'ambiance des livres. Je sais très bien que beaucoup ont été déçus et c'est tout à fait normal, hein, c'est les goûts et les couleurs, on peut pas être satisfait partout, mais je serais quand même tenté de vous inciter à donner une seconde chance à cette série et de regarder la saison 2 pour peut-être voir si effectivement les critiques que vous faites se confirment ou au contraire vont s'atténuer. En attendant, merci beaucoup à vous pour vos retours sur mes dernières vidéos, notamment les vidéos Historia, où j'explique tout l'univers The Witcher pour vous permettre de comprendre certaines nuances et certains événements, faits et etc. Ça m'a fait plaisir de vous avoir accompagné lors de cette saison 1, et ne vous inquiétez pas, je compte vous accompagner jusqu'à la saison 2 en vous faisant des petites vidéos régulières sur l'univers The Witcher, et 2020 sera clairement marqué par l'univers The Witcher sur ma chaîne, pas que, il y aura d'autres univers, ne vous inquiétez pas, notamment celui du Trône de Fer. Comme d'habitude, vous avez l'espace commentaire
commentaire qui vous est réservé pour tous les débats autour de la série The Witcher. En attendant, je vous quitte et je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2020, en espérant qu'elle soit remplie de bonnes choses et de fantaisie en tout genre. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'au bout et à très bientôt, salut!